Bonjour et bienvenue, aujourd'hui je vous retrouve aux fêtes médiévales de Montferrand. On va faire des photos de combats médiévals, à tout de suite. C'est super dur à fermer. Aujourd'hui, nous sommes au Médiéval édition 2018, qui sont les 23e fêtes médiévales de Montferrand. Et nous sommes sur le site de la place de la Roudade actuellement, où nous avons fait un village artisanal médiéval avec des échoppes en bois. Et il y a aussi des combats, il y a plein d'autres choses. Sous les remparts, nous avons des combats, bien sûr. Quel est le programme de ces médiévales? Le programme de ces médiévales, le thème, c'est surtout les combats, les jeux et les métiers qu'on retrouve aussi sous des échoppes. Donc nous avons accueilli cette année des troupes, des vrais combattants, des vrais combattants. Je pense qu'ils vont plaire au public parce que les gens aiment ça. Et puis ça change un peu, nous n'avons pas eu ça depuis très longtemps, donc je pense que ça doit plaire au public. Alors effectivement ça plaît parce que je vois il y a énormément de monde autour de nous. Vous avez beaucoup de gens parmi le public et pour accueillir tout ce monde-là, il faut aussi du personnel. Il faut du personnel et puis c'est une année de préparation. Donc il nous faut des bénévoles, il nous faut des bras pour les décors, pour la mise en place. La mise en place, ça prend du temps quand même. Il nous faut une bonne semaine de mise en place et une année de préparation. Donc on peut dire que toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. On peut contacter votre association si on veut venir de vous donner un coup de main. Tout à fait, tout à fait. Bon, très bien. On va aller voir les combats. Voilà. Allez, c'est parti. On y va. Nous sommes une association qui se nomme Teutonic Order. Nous représentons un ordre militaire chrétien issu des croisades du XIIIe siècle. Voilà, nous avons été créés en 1192 au pied de Saint-Jean d'Acre. Nous sommes donc un ordre militaire, donc qui dit militaire dit combat. Et je vais vous présenter un petit peu les armes utilisées. On utilisait toutes sortes d'armes, on était des cavaliers, donc fléaux d'armes, masses d'armes et bien sûr haches de guerre. Ça c'est une hache de guerre? Ça c'est une hache, oui. C'est quoi qui différencie une hache de guerre d'une hache tout court? Alors les haches étaient aussi des haches pour travailler dans les champs. Elles avaient des manches beaucoup plus longues. Les haches de guerre c'était des armes qu'on manipulait très facilement et qu'on perdait aussi très facilement. Ça veut dire que quand on a une charge de cavalerie, si une arme, ou comme celle-là, était plantée sur l'adversaire. Si on plante une arme de comme ça, ouais. Fallait la laisser. D'accord. Fallait la laisser parce qu'à essayer. C'est pointu quand même le petit truc là. Oui. Ouais. À essayer de la récupérer. Et en fait c'est votre bras qui s'arrache. D'accord. Ok. Voilà. Donc c'est des armes, c'est le cavalier qui portait, le cheval qui portait toutes les armes. Bougez pas. C'est le cheval qui portait toutes les armes. Et au fur et à mesure que les armes étaient coincées ou plantées sur l'ennemi, le corps de l'adversaire, on passait à l'autre. Et quand on n'avait plus d'armes, la dernière arme utilisée était l'épée. Allez, au revoir les enfants. Voilà. C'est presque des munitions finalement. Exactement. Exactement. Alors, cette arme est une reproduction d'une épée qui a été trouvée en Persan. C'est une véritable épée du Moyen-Âge. Alors, bien sûr, c'est une reconstitution. Mais voilà, c'est à quoi pouvait ressembler une arme du XIIIe siècle. Ah, tiens, bonne idée, mon fils. Ah ouais? Ah oui, c'est vrai. Voilà. Et c'est avec ça que vous allez vous allez vous battre tout à l'heure? Oui, c'est avec ça qu'on va se battre tout à l'heure. Alors ces épées, voilà, pourquoi? Elles sont très simples. On est au XIIIe siècle. Elles sont très simples. Sur le pommeau, il n'y a rien. D'accord? Elles sont droites. Pourquoi elles sont droites? Parce que les chevaliers priaient aussi avec ça. Ça fait une croix en fait? Oui, ça fait une croix, exactement. Ça représente la croix. Et ils priaient avant d'aller combattre. Parce qu'il faut beaucoup de courage pour charger. On était à peu près de 230 cavaliers au Saint-Jean d'Acre contre 6000 sarrasins. Vous voyez, sur 230 ou 240 combattants, il y en a 2 ou 3 qui revenaient. Et en plus d'aller combattre contre une quantité d'adversaires beaucoup plus importante que nous, il fallait protéger toute l'armée franc et croisée. Donc on était les derniers à quitter le champ de bataille. Donc vous voyez, c'est quelque chose d'assez fort. Il fallait beaucoup de courage. Donc ils priaient. C'était des 10 preux chevaliers, mais ils priaient énormément avant et après. Preux, ça veut dire quoi? Preux courageux. D'accord. Voilà. Preux chevalier, c'est courageux. Je croyais que je ne sais pas s'il y avait un lien avec la prière ou si c'était plutôt un lien avec le courage. Mais il me semblait que c'était le courage. Mais bon. Il n'y a pas de souci. Donc voilà un petit peu le type. Donc on finit toujours par épée et bouclier. Tout à l'heure nous aurons
un combat, ce qui s'appelle une mêlée sécurisée, parce qu'on sera protégé par toutes sortes de pièces d'armure et de matelas assez épais pour se protéger. Et on va faire un combat épée bouclier. C'est pas que nous sommes de très bons escrimeurs, mais ces manœuvres militaires nous permettent d'avoir parfois l'avantage, alors que le combat est peut-être perdu d'avance. Et en écoutant les ordres militaires, ça peut sauver une situation. C'est l'organisation et la stratégie qui permettent de sauver le coup. Tout à fait. Souvent, l'issue de la bataille est une stratégie. De vaincre ou la défaite est finalement due à une stratégie militaire. Donc nous avons élaboré tout à l'heure une stratégie pour nos adversaires. On va voir qui gagne. Ah bah là on sait pas, peut-être nous, peut-être pas, là c'est la stratégie, ils ont la leur également, hein. Ils nous ont concocté quelque chose, donc on verra bien comment ça va se finir. Hein. Et là c'est des casques, des aumes, comment on appelle ça? C'est des aumes à cimier, C'est quoi un cimier? Alors cimier c'est la partie que vous avez en rajout sur à le la casque. cime? C'est ça, la cime. Donc des aumes à cimier. Je peux? Oui, bien sûr. C'est typiquement teutonique, hein. C'était pratiquement que les teutons qui avaient ce genre. On voit bien quand on est dedans? Mais non, on voit pas grand chose. On ne voit rien du tout. C'est pour ça qu'on est toujours dans une zone de combat sécurisée, parce qu'on ne verrait absolument pas un petit enfant de 2 ou 3 ans traverser la lisse. Vous voyez, donc le champ est très réduit. Et pour cause, il faut s'imaginer qu'on est des cavaliers. Une charge de cavalerie ne va pas de gauche à droite. Une charge de cavalerie, elle va tout droit. On n'avait pas besoin de voir beaucoup. Il fallait être le plus protégé possible. C'est pour ça qu'on a des casques au XIIIe siècle qui se sont très vite habitués, puisqu'on a commencé avec un nasal. On s'est rendu compte que nos cavaliers étaient très meurtris au niveau du visage. Et plus on avance dans le temps, et plus on se protège. Et à la fin, bien sûr, 15e siècle, quand on invente la poudre, on voit l'inverse, comme les mousquetaires. Là, on commence on commence à s'alléger. C'est la mobilité qui prime après? C'est la poudre, la distance. Ouais, on n'a plus besoin de s'exposer. Hein. Ouais. Même si les armées sont faites d'hommes, quand on voit toutes les guerres qui se sont succédées, plus on a des armes inventives avec la poudre, et moins on expose les... Quoique tout ça a toujours été une boucherie. Hein. On va voir ensemble la technique pour réaliser cette prise de vue. Donc si vous débutez, je vous invite à regarder mes vidéos sur les bases de la photo. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo et dans la bulle d'infos en haut à droite de votre écran. Là, je vais utiliser la technique SPP-CMM. Donc sensibilité, positionnement, programme, cadrage, mesure de lumière, mise au point. En sensibilité, on est légèrement en l'ombre, mais il y a quand même beaucoup de lumière, donc on va rester en 100 ISO. On va se positionner de manière à voir ce qu'il fait, avoir un arrière-plan qui est sympa. Donc on va pas se mettre avec les petites voitures derrière. Tac, là-bas, on va se mettre comme ça pour avoir le camp, pour rester dans l'ambiance. Au niveau du programme d'exposition priorité ouverture, je vais ouvrir mon diaphragme pour réduire la zone de netteté, pour que ce soit flou derrière, pour concentrer l'attention sur ce qu'il fait précisément. Ensuite, cadrage, mesure de lumière et mise au point. Cadrage, on fait simple, on va essayer de se rapprocher des petits objets, de voir des petits détails, faire des plans un petit peu plus larges pour montrer l'ensemble, donc une alternance de plans larges et de plans serrés. Mesure de lumière globale, puisqu'on n'a pas de contre-jour, et mise au point, bien faire attention sur le sujet principal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon collimateur central, faire ma mise au point, et ensuite décaler, décadrer pour cadrer comme je le veux. On a vu les armes, maintenant on va voir comment sont protégées. Alors vous, votre métier, c'est quoi? De l'aubergerie. Donc je suis aubergier. L'aubergier va fabriquer le aubert. C'est pas l'aubergiste, hein? Non, pas l'aubergiste. L'aubergiste, c'est celui qu'on va tous aller voir ce soir, mais c'est pas pareil. L'aubergier va fabriquer un aubert, qui est en fait le véritable nom de la cotte de maille. Le aubert est une protection sur l'ensemble du corps, des mains à la tête jusqu'aux pieds, et qui va servir principalement à vous protéger des tranchants, comme les coups d'épée ou les coups de hache, mais qui ne vous protégera pas d'une pointe de flèche. Si par exemple, je prends une pointe de flèche, vous imaginez qu'elle arrive à pleine vitesse, eh bien, elle va traverser. Par contre, ça va vous arrêter de tout ce qui va être aspect tranchant, comme une lame d'épée. Vous pouvez me remontrer la pointe de flèche, que je fasse une petite photo? Une pointe de flèche. Ouais, vas-y, tac. Factice. Voilà. Qui va servir à traverser. Merci. Voilà. Et donc, cette cotte de maille va vous protéger des tranchants. Tel aujourd'hui, on l'utilise encore en boucherie. Les bouchers charcutiers s'en servent sur les mains pour protéger des tranchants de lame. Donc vous voyez, là par exemple, on a fabriqué un morceau de maille. Un gant de toilette. Voilà, un gant de toilette en quelque sorte. On a fabriqué un morceau de maille qu'on va venir coudre sur un gant en cuir. Donc ça va faire une grosse moufle. Et ça va être le départ de votre cotte de maille, ce qui va vous protéger le bras. Donc, vous imaginez que vous êtes protégé de l'extrémité de la main. Et ensuite du bras. Vous allez avoir tout votre bras qui va être protégé dans l'aspect tranchant. D'accord. Voilà.
Donc le système de montage de la maille, de cette maille occidentale est très simple. C'est ce qu'on appelle de la maille 4 en 1. Pourquoi 4 en 1? C'est parce qu'on va avoir 4 boucles qui vont être prises dans une 5e centrale. Vous allez créer ce motif, que vous allez répéter un nombre incalculable de fois. Donc en prenant à chaque fois ce motif de 4 boucles dans une 5e, vous allez les joindre les uns aux autres. Toujours 2, 2, 4 dans une 5e, créant ainsi une chaîne. Cette chaîne, vous allez en faire plusieurs, vous allez les joindre les unes aux autres, 2 et 2, 4 dans une 5e, toujours le même système, créant ainsi donc une plaque, et cette plaque, vous allez l'élargir, étape par étape, toujours en faisant la même, et vous allez donc créer progressivement une cotte de maille. Donc vous voyez, mon résultat, où est le bon côté, où est le côté, voilà. J'ai ma cotte de maille, je vais rajouter ma chaîne au fur et à mesure en prenant 2 bouts de ma cotte, 2 boucles de ma chaîne et en créant des lignes en plus. Et ligne après ligne, eh bien, on finit par obtenir une très grande plaque. Et de cette grande plaque, eh bien, il va falloir faire de manière à recouvrir tout le bonhomme. Les chevaliers sont en train d'arriver pour commencer le combat. Sensibilité donc 400 ISO. Positionnement, je reste à l'intérieur de la zone de combat. Je me mets bien sur le bord pour pas gêner et pour pas prendre un coup d'épée. Programme priorité ouverture. Priorité ouverture qui va me permettre de réduire la zone de NT, donc avoir une profondeur de champ assez faible pour gommer les arrière-plans. Je vais essayer de serrer sur les actions, essayer d'être assez réactif. Je me cache pour pas que mon confrère en face me voie sur sa photo. Mesure de lumière globale et mise au point sur le sujet. Je vais être assez loin, donc je reste en autofocus statique. Donc one shot en Canon et AFC pour les équivalents Nikon. Alors là, les deux équipes s'étudient là. Le positionnement de chaque personne est important parce que on voit quelles armes ils ont en leur possession et quel positionnement ils vont adopter. Donc là, on les voit rentrer. Déjà, on voit leurs armes. Certains, il y en a un qui a une lance et nous, on n'a pas de lance. Donc on va devoir prendre une position de manière à se protéger de cette arme-là, parce qu'elle peut toucher à distance. Ça ressemble à une formation d'hoplite au début, c'est très serré avec les pointes qui passent devant, mais sauf qu'il n'y a pas de lance chez vous. Non, là c'est volontaire parce qu'on voulait un contact, donc on ne va pas prendre les lances, on peut faire avec les lances, mais les lances nous avantagent comme elles peuvent nous handicaper. Si quelqu'un passe de côté et ramasse toutes les lances, ça nous rend complètement inopérables. Donc on a préféré prendre une valeur sûre et adopter épée bouclier en bataille, c'est-à-dire on fait carrément un mur de contact et on va vraiment les empêcher de passer. Ces cris, c'est d'une part pour donner du courage aux combattants, parce que c'est très impressionnant, une ligne d'adversaire très entraînée, c'est très impressionnant pour les combattants, et ils se donnent du courage et une conviction à y aller. Ils ont bien conscience que la vie du collègue à droite et à gauche, du soldat, du frère à droite et à gauche, dépend aussi de leur ardeur en combat. Donc ils vont tenir tout ce qu'ils peuvent. Alors là, on a adopté la mode, ce qui s'appelle la mode Zulu. C'est-à-dire qu'on a divisé notre effectif en 3 parties. Une centrale pour les affronter, puisqu'ils sont très forts au niveau protection. Il est presque difficile de passer à travers pour nous. Donc on a attaqué sur les 2 flancs en même temps, ce qui les a surpris et ce qui les a désorganisés. On voit bien sur le premier plan, là où ça latte grave. Ah mais carrément. Donc on a carrément insisté pour rentrer, pour carrément désorganiser leur ligne d'attaque. Et de l'attaque, ils sont passés à la défense. On voit bien qu'ils n'avancent plus, ils reculent presque, on dirait qu'ils reculent, et en fait, ils vont chercher à se protéger. Et là, on a l'avantage. C'est la défaite, c'est la débandade. Ils vont tout donner par contre. C'est des bons escrimeurs, parce qu'ils vont aller jusqu'au bout, ils vont tout donner. Mais ça ne va pas suffire. Ça ne va pas suffire. Voilà, la victoire est inévitable. Pour retrouver tous les réglages et tout savoir sur mes techniques de reportage,
inscrivez-vous à ma formation photo en ligne. Vous aurez accès à plus de 140 vidéos, les fiches pratiques d'exercices, tous les quiz corrigés et l'accès à mon groupe de coaching privé sur Facebook. Vous pouvez également vous procurer mes manteaux photos dans toutes les FNAC ou le commander sur mon site internet. Là encore, je vous mets le lien dans la description de la vidéo et dans la bulle d'infos en haut à droite de l'écran. Je me suis placé en surplomb par rapport au champ de bataille. Je suis parti avec un objectif grand angle et là je vais passer avec le téléobjectif le 70-200 pour me rapprocher des combattants. Et ça me permet malgré tout d'avoir une partie du public. Je vais repasser sur un autre objectif. Je repasse sur un 24-70 pour avoir des plans plus larges, pour avoir l'ensemble de la mêlée. Mais à peine j'ai changé mon objectif que je me rends compte que finalement ce qui est intéressant c'est d'aller zoomer dans le choc de la bataille. Là on a vraiment les hommes et les armes qui s'entremêlent et là je me dis que ça pourrait être intéressant d'aller zoomer à l'intérieur pour aller choper ce gros-là. Donc je rechange l'objectif, je repasse sur le télé, le 70-200 et là je vais aller zoomer dedans, voilà, pour avoir vraiment être au cœur de la bataille. Alors ces changements d'objectifs fréquents sont pas forcément évidents à gérer. Moi j'ai l'habitude et ça me convient très très bien. Il y a d'autres photographes qui préfèrent avoir deux appareils photo avec des objectifs différents de manière à jongler entre les deux. Personnellement je trouve que ça m'encombre et je perds en mobilité puisque j'ai toujours un appareil photo qui pendouille pendant que j'utilise l'autre. Je trouve ça plus facile de faire les changements. Vous avez vu que ça va très très vite. Il faut quelques secondes tout au plus pour changer d'objectif. Et moi, ça me convient plutôt bien. Le fait d'avoir un seul boîtier et non pas deux, ça évite aussi d'avoir le double de batterie et d'avoir le double de carte et de s'y perdre quand on va dérusher. On va avoir des images qui vont être issues d'un boîtier, d'autres d'un autre, et il va falloir tout remettre dans l'ordre. Alors bien sûr, il est possible de réorganiser l'ensemble de ces images par date avec la chronologie, mais je trouve que c'est plus simple avec un seul boîtier en changeant les objectifs. Là, c'est vraiment affaire de goût. Chacun fait un peu comme il le ressent. La bataille touche à sa fin et il commence à y avoir des combattants au sol un peu partout et je vais repasser sur un grand angle, je vais reprendre le 16-35, je vais m'approcher très prudemment du bord et alors qu'on se méprenne pas, je ne me penche pas physiquement au-dessus du vide, je reste assis, je vais bien m'approcher au plus près possible du bord en restant assis pour ne pas tomber, je fais très attention et là je penche mon appareil photo au-dessus du vide en ayant bien pris soin de fixer la bride autour du bras et j'utilise le live view, la visée par l'écran pour pouvoir cadrer et faire cette vue du dessus où on a le drapeau donc, qui est au premier plan, qui donne cette perspective avec les corps des combattants posés au sol. Le convoi est maintenant terminé, la prise de vue aussi, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée. Je vous invite également à la partager. N'hésitez pas à le faire, ça n'a l'air de rien mais c'est très utile. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous dis à bientôt et bonne photo. Mais on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche pour ne rien rater et être sûr de recevoir les prochaines vidéos. A très bientôt.